Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où des jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Et ce soir, nous avons un invité spécial. David. Alors, David, le professeur Board Game, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Pour nos quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous parler de ta chaîne et de ton podcast brièvement? Oui, dans le fond, j'ai une chaîne YouTube depuis presque 6 ans. Ça va faire 6 ans en mars, donc dans à peine un mois. Et j'enfonce une chaîne YouTube où on fait des vidéos principalement d'explication de règles. Donc, on explique les règles au complet, que ça peut remplacer le livret d'instruction. Fait qu'on essaie de rendre des services aux gamers pour faciliter l'apprentissage des jeux. Puis on fait aussi des petites critiques, on dit notre opinion personnelle sur les jeux. On fait aussi des tops à la fin de l'année, des top 10, des trucs comme ça. Et on a aussi depuis 2 ans un podcast qui s'appelle Un Board Game presque parfait, qu'on publie à chaque 2 semaines, donc le vendredi à chaque 2 semaines, où on parle d'un paquet de sujets différents, dont les jeux qu'on a joués aussi, puis on essaie de trouver des thématiques. À la base, on essayait de jouer un jeu ensemble au podcast, mais là, avec la pandémie, c'était devenu compliqué. Fait qu'on a un peu ajusté le tir, puis on y va un peu plus large, puis on traite de différents sujets, différents thèmes par rapport aux jeux de société. Fait qu'on a beaucoup de plaisir parce que dans le fond, nos vidéos, c'est très structuré, c'est très organisé, puis le podcast, c'est un peu le contraire, c'est un peu freestyle, chaotique, puis on se laisse aller, fait que ça nous fait du bien aussi, nous autres, de faire du contenu, puis juste de jaser, sans trop de structure, puis de se laisser aller comme ça. Fait que ça réussit à faire une belle balance avec nos vidéos qui, justement, demandent vraiment beaucoup de préparation, puis beaucoup de structure, des trucs comme ça. Fait que c'est ce qu'on fait généralement sur notre chaîne Professeur Board Game. On est quand même plusieurs à participer au projet là, dans l'équipe. Là. Il y a moi, il y a LP qui font principalement les vidéos, mais on a aussi Bruno, Sophie qui font des vidéos avec nous. Puis pour le podcast, on a Vincent, Patrice, Jules qui ont parti ça avec nous. Fait qu'on est quand même une belle gang de gamers. Là. On est tous des amis aussi dans la vraie vie. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, puis ça paraît là en vous écoutant que justement vous êtes amis puis que vous aimez ça jouer ensemble puis vous aimez ça en jaser là, c'est souvent c'est ça les bons podcasts là, t'écoutes des amis qui discutent puis t'as l'impression d'être à la table avec eux autres mais de juste pas dire grand-chose. Ouais, c'était vraiment le feeling qu'on voulait, une espèce de discussion de salon puis les gens nous disent souvent, on a l'impression qu'on est dans le salon avec vous autres en train de vous écouter jaser puis c'est ça qu'on aime, fait que si le monde aime ça, ben tant mieux. On continue, ça nous motive à continuer puis même chose avec les vidéos, tu sais. On reçoit beaucoup de commentaires. Les gens aiment notre façon justement structurée d'expliquer, notre façon aussi simplifiée de vulgariser les règles. Moi puis LP, on est enseignants dans la vraie vie aussi. Là, fait qu'on utilise un peu notre background d'enseignant puis nos skills un peu de pédagogie pour nous aider à rendre ça le plus simple possible parce qu'on n'explique pas tout le temps des jeux très simples. On explique vraiment des jeux de toutes les complexités. Fait qu'il y a aussi, ça aussi qui est le fun. On y va autant dans un jeu familial qu'un jeu intermédiaire qu'un jeu expert. Fait qu'on alterne. Puis, on présente les jeux qu'on a eu le goût de présenter au final. Là, y a pas, on gagne pas notre vie avec ça. Ouais, nous autres non plus. Alright, fait que pour ceux qui auraient suivi David puis qui nous connaissent pas, nous c'est Board Game Duel. Dans le fond, le concept de l'émission, c'est qu'à chaque épisode, on a un thème, puis chacun des autres va vous présenter un jeu par rapport à ce thème-là. Puis après ça, on s'estime un peu à savoir qui a amené le meilleur jeu. Puis on laisse les auditeurs voter à savoir quel jeu vous avez le plus le goût d'essayer, quel jeu qui représente le mieux ce thème-là. Puis aujourd'hui, notre thème, on va poursuivre notre série. Là. Nos 2 derniers épisodes, ça a été des jeux solo puis des jeux à 2. Ben là, à soir, on est 3. Fait qu'on va faire des jeux à 3. Fait que des jeux qui brillent particulièrement à 3 joueurs. Donc 3, c'est le nombre idéal pour y jouer. Fait que de mon côté, je vais vous présenter le jeu 3. C'est full méta, des jeux à 3 puis c'est 3. Oh! Et de mon côté, je vais défendre le jeu A War of Whispers, qui lui va être un jeu un peu plus de politique, qui peut se jouer à 3, mais qui peut aussi se jouer de 2 ou à 4 joueurs. Puis moi, je vais vous planter des couteaux dans le dos en vous présentant le jeu Tyran de l'Ombre-Terre, ou Tyrant of the Underdark en anglais, qui est un jeu de deck building et de contrôle de territoire.
Ben, comme t'es l'invité, on va être poli puis on va te laisser commencer, David. Ben, c'est gentil. Donc, Tyrant of the Underdark, c'est pas un jeu récent, mais c'est un jeu qui vient d'avoir une deuxième édition. Fait que c'est pour ça qu'on en reparle un peu aussi cette année. Sa deuxième édition est arrivée en 2021, dont une édition en français. Fait que c'est pour ça que j'ai nommé aussi le titre en français. Vous allez peut-être pouvoir le trouver dans votre boutique. Fait qu'il y a une nouvelle édition, fait qu'il est disponible présentement. C'est un jeu qui a été édité en 2016 par Gale Force 9, qui est loin d'être un de mes éditeurs préférés, mais on pourra en parler tantôt. C'est un jeu des auteurs Peter Lee, Rodney Thompson, Andrew Veen. C'est en fait les deux premiers auteurs, c'est ceux qui avaient fait Lords of Waterdeep, qui est quand même un classique pour les jeux de la bannière Donjon Dragon, là. Donc, c'est eux qui avaient designé ça. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Les parties, on dit de 60 à 90 minutes. Ça peut peut-être être un peu plus long, dépendamment comme à la game sans ligne. C'est un jeu qu'on dit 14 ans et plus, une complexité de 2.55 sur Board Game Geek, fait qu'on dirait un jeu plutôt intermédiaire en complexité. C'est un jeu de deck building, donc les joueurs vont incarner une maison de nobles d'elfes noirs, donc dans le Underdark, qui est dans le fond le royaume souterrain dans le royaume de Forgotten Realm, qui est un des univers de Donjon Dragon, qui était un des univers les plus populaires dans le temps que je jouais à des jeux de rôle, dans la deuxième édition de Donjon Dragon. Ça fait quand même longtemps. Donc, ton âge, là. Voilà, la quarantaine approche. Là. Donc, on incarne une maison d'elfes noirs, puis on va tenter évidemment de devenir la meilleure maison d'elfes noirs, donc celle qui va dominer un peu sur le Underdark. Donc, on va avoir un deck de départ avec des cartes vraiment en poche au début de la partie. Puis, on va, évidemment, il y a une des ressources du jeu qui va nous permettre d'acheter, guide du pouvoir ou de l'influence, là, qui nous permet d'acheter des nouvelles cartes. On a un marché de cartes comme dans la majorité des deck building. C'est un marché qui va avoir un certain nombre de cartes visibles, puis quand on en achète, on les remplace et tout ça. Fait que c'est un marché qui va changer au cours de la partie. Puis la particularité de ce jeu-là, la première, c'est que dans le fond, pour créer ce fameux deck de marché-là, qui dans la majorité des deck building, tu prends le paquet, puis tu le brasses, puis tu le mets sur le plateau. Mais dans celui-là, on a le choix entre plusieurs demi-decks pour former ce deck-là qui va représenter les cartes qu'on peut acheter. Puis chaque demi-deck est, dans le fond, thématisé avec un thème différent puis des mécaniques différentes aussi. Donc, évidemment, le premier deck qu'on peut mélanger, c'est le deck d'elfes noirs. Fait que c'est d'autres sortes d'elfes noirs, là, que des assassins, des trucs comme ça. On en a un sur les dragons, avec des grosses cartes de dragons super puissantes, qui a beaucoup de points d'attaque. On a celui avec les démons, qui va avoir une autre mécanique particulière avec certaines cartes qui vont pouvoir pourrir notre deck. Puis on a les élémentaux qui vont avoir des symboles pour faire des synergies avec des cartes comme un peu du même élément. Fait qu'on a ces quatre-là dans la boîte de base. Puis dans le fond, il y avait une extension plutôt dans le temps. Et dans la deuxième édition de 2021, elle est incluse dans la boîte de base. Fait que vous allez avoir en plus les deux demi-paquets qu'il y avait dans les extensions, qui sont les aberrations et les morts vivants. Donc dans le fond, ça fait un total de 6 demi-decks. Fait que tu vas en prendre 2 pour former ton deck. Fait que tu peux dire on va faire une game Undead Elfe Noir, ou on va faire une game Dragon élémental, tu sais. Fait que ton deck sera pas le même à chaque partie. Fait que ça, c'est quand même un ajout assez intéressant dans ce style de jeu-là. J'ai essayé ce jeu une fois, en fait, cette semaine, pour me préparer. Puis je me demandais justement à quel point que ça change la game de changer les demi-decks. Ça change quand même beaucoup. Parce que les synergies des cartes vont être différentes. Tu sais, t'as des decks qui sont un peu plus agressifs, t'as des decks qui sont un peu moins agressifs. Fait que dépendamment aussi du type de joueur avec qui tu joues, ben tu peux un peu peaufiner puis essayer de trouver un meilleur match-up. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres aussi. Fait que c'est vraiment intéressant de naviguer avec ça. Pour une première partie, on dit d'y aller avec les dragons puis les elfes noirs qui sont probablement les deux plus simples à comprendre. C'est ceux qui ont peut-être le moins de nouveaux mots-clés, moins de nouvelles mécaniques pour découvrir le jeu, puis après ça, ben, tu peux aller mélanger n'importe quoi. Fait que ça, c'est quand même une belle force dans le jeu. Puis le fait que ça soit pas justement 5-6 decks différents parce que c'est long à défaire à la fin de la game, un peu comme Legendary, là. Fait que le fait que c'est juste 2 decks, fait que c'est pas si long que ça à trier à la fin de la game puis à reséparer au final. Fait que c'est une belle caractéristique qu'on retrouve dans ce jeu-là. Fait que ça, c'est toute la portion un peu deck building. C'est assez classique, là. Je joue des cartes, je génère de l'influence, j'en achète des nouvelles, vont dans ma défausse, puis mon deck va quand même devenir de plus en plus puissant plus la game avance. Puis c'est un jeu à points de victoire. Donc c'est un jeu qu'à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Puis dans le fond, les cartes valent des points quand elles sont dans son deck, mais ils vont aussi valoir des points quand tu les sors de ton deck. Parce que quand tu les sors de ton deck dans ce jeu-là, c'est que tu les promotes dans ton cercle rapproché, dans ton inner circle.
Fait que c'est comme si ces cartes-là devenaient un peu tes conseillers ou tes adjoints dans ta maison de noble. Fait qu'ils sont plus dans ton deck, mais sont dans ton Inner Circle, qui est l'endroit où ils vont scorer plus de points. Fait que les cartes ont chacune une deuxième valeur de points, qui va être dans le fond ces points-là. Fait que ça devient intéressant, parce que souvent un deck building, tu veux juste sortir les cartes de départ ou les cartes poches ou les cartes qui sont venues pourrir ton deck. Alors que dans ce jeu-là, tu sais, mon gros dragon qui a coûté 8 points d'achat, il est super fort quand je le joue. Mais si je le sors de mon deck, il vaut 7 points. Maintenant, le timing vers la fin de la game peut être bon de dire, je vais promoter mon dragon parce qu'il va justement valoir bien plus de points dans mon Inner Circle parce que j'aurai plus le temps de le rejouer. Fait que c'est vraiment une autre couche intéressante pour le côté deck building dans le jeu. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié parce que justement, tu sais, souvent dans les deck building, à la fin, t'as pas vraiment intérêt à acheter des nouvelles cartes parce que tu veux pas diluer trop ton deck. Mais dans celui-là, à toutes les cartes que t'achètes, ils valent quand même un peu de points. Puis si t'es capable de les promouvoir, ils valent encore plus de points. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là, épurer mon deck dans les deck building. D'habitude, c'est là-dessus que je bâtis ma stratégie. Fait que si ça peut me rapporter plus de points encore, c'est venu me chercher un peu quand même. Ouais, puis tu sais, c'est un des seuls deck building que tu vas te poser la question, est-ce que je sors cette carte-là qui est vraiment puissante? Parce que dans n'importe quel deck building, tu feras jamais ça. Tu sortiras jamais la carte qui t'a coûté 8 d'achat de ton deck parce qu'elle est vraiment forte, tu vas la jouer. Mais dans lui, ça peut valoir la peine. Fait que ça, je trouve ça rajoute un dilemme intéressant pour le fait de promouvoir les cartes. Est-ce que c'est toujours assez balancé? Vraiment, des cartes vraiment fortes vont être très bonnes à promouvoir? Ou on peut vraiment avoir des débalancements où tu as la carte qui sert à rien à jouer, mais elle donne vraiment beaucoup de points après si tu la promoues? Généralement, les cartes, ça va être en symbiose avec le coût des cartes, là. Fait qu'une carte qui coûte pas trop cher, ça va peut-être valoir 1 point dans ta main, mais si ta promote, elle va valoir 3. Fait que c'est toujours un peu meilleur de les promoter, mais ça va surtout être lié au coût de la carte. Fait que oui, la carte qui t'a coûté 6-7 d'achat, quand ta promote, ça se peut qu'elle vale 5-6 points, là. Fait que ça devient quand même beaucoup. Ils sont proportionnels au coût d'achat. C'est ça le mot que je cherchais. OK. Fait que je trouve que c'est deux innovations au niveau deck building, c'est ça. C'est la variété qui est le fun avec les demi-decks, puis la façon de promouvoir sortir les cartes de ton deck qui est ingénieuse, parce que ça te donne des points de sortir des bonnes cartes. Puis le deuxième aspect du jeu, c'est un jeu de contrôle de territoire assez coupe-gorge, là, parce qu'évidemment, les elfes noirs, pour ceux qui ont joué à Donjon Dragon dans la vie, c'est comme une race d'êtres maléfiques qui adorent se lancer des poignards dans le dos puis de backstabber les autres puis justement de faire des coups chiens. Fait qu'on reflète un peu ça dans le jeu, donc c'est un jeu très tendu. Puis dans le fond, on va avoir une espèce de grande carte avec différentes villes qui représentent les villes du Underdark et on va avoir des petits pions d'armée qui dans la vieille édition étaient des petits boucliers en plastique et malheureusement dans la nouvelle édition, c'est des tokens en carton. Donc on downgradé la qualité sur les jetons d'armée, c'est un peu triste là. Mais ils ont fait d'autres upgrades au niveau des cartes là, mais bon. Fait que t'as cet aspect-là qui rentre en jeu, fait que tu vas avoir différentes villes, puis si tu contrôles certaines villes, les capitales notamment, tu vas gagner un jeton qui va te donner un point de recrutement à chaque tour. Et si tu as un contrôle total d'une capitale, donc s'il y a juste des unités à toi à cette capitale-là, tu vas avoir le contrôle total, donc tu vas en plus d'avoir le bonus d'un point d'influence, tu vas faire aussi 1 point de victoire. Fait que tu vas retourner comme le jeton de l'autre côté. Donc, ça devient très intéressant. Puis, justement, quand un joueur prend le contrôle d'une capitale, c'est là que les autres joueurs vont faire comme, on peut pas y laisser le contrôle longtemps parce que, tu sais, s'il fait 1 point à chaque tour, maintenant, après 10 tours, c'est 10 points qu'il a fait gratis qu'on lui a laissé faire. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles attaquer les autres. Puis, dans le fond, les cartes, on a parlé de la ressource d'achat tantôt qui est de l'influence. Donc, il y a d'autres cartes qui vont avoir de l'attaque, donc des icônes d'épée. C'est la deuxième ressource du jeu. Puis dans le fond, les icônes d'épée, pour un icône d'épée, je peux déployer une troupe à un endroit qui est adjacent à une troupe que j'ai déjà. Puis sinon, je peux dépenser 3 épées pour assassiner une troupe, donc détruire une troupe ennemie ou neutre pour l'enlever du plateau. Puis en plus, tu la gagnes. Fait que la troupe que tu as tuée, elle va te donner un point de victoire aussi à la fin de la game. Fait que tu fais pas juste ça pour nuire à l'autre, pour le faire chier. Tu fais aussi des points en faisant ça, fait que c'est intéressant. Puis il y a aussi des pions d'espions que tu peux déployer en jouant certaines cartes. Puis les espions vont te permettre, dans le fond, de jouer à partir de ton espion comme si tu étais déjà installé à cet endroit-là. Fait que ça te permet de partir un autre réseau à quelque part, ou de prendre le contrôle d'une ville, ou d'aller mettre les bâtons dans les roues directement à un joueur qui a le contrôle total d'une ville. Fait que ça va jouer avec ces deux ressources-là principalement, donc des ressources d'influence pour acheter les cartes, puis des ressources d'attaque pour déployer nos unités et assassiner des troupes
sur le plateau. Fait que c'est principalement les 2 ressources qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu. T'en as parlé rapidement parce que t'as parlé de réseau. Moi, j'ai pas joué au jeu, je me suis informé un petit peu avant, mais t'as parlé, c'est ça, du réseau, du fait qu'au final, on peut seulement principalement prendre contrôle des territoires qui sont adjacents à ceux qu'on possède déjà, puis qu'il faut un peu se faire des chemins à travers les villes pour pouvoir les conquérir une à une. On peut pas nécessairement aller se téléporter puis attaquer directement un opposant qui a pris le dessus sur une ville qui est trop éloignée de notre réseau. Fait que c'est ça que l'agent permet de faire. Exactement. Donc, l'agent, tu as une carte qui te déploie un agent. Fait que tu vas déployer un agent à une place qui est vraiment loin de ton réseau. Puis ça va permettre de bâtir un réseau à partir de ton agent. Donc, la case de cette ville-là va être considérée adjacente. Fait que tu vas pouvoir placer des troupes à partir de là. Mais c'est tricky parce qu'il y a beaucoup de cartes, en tout cas dans les demi-decks que j'avais joué, moi, que dessus, c'est soit tu places un espion ou tu l'enlèves puis t'as comme un super gros bonus. Soit t'as plein d'argent pour acheter des cartes ou plein de points de combat ou tu piges des cartes. Fait que oui, tu veux en placer, oui, tu veux les laisser là pour comme t'aider à jouer dans les plates-bandes de tes ennemis, mais quand t'es enlèves, ça te donne full de points aussi ou full de ressources. Fait que tu sais, c'est comme t'es tout le temps tiraillé entre les deux un peu. Ouais, puis c'est une des stratégies de justement de bâtir un deck d'espions, d'avoir plusieurs cartes qui font ça. Ça te permet d'avoir un peu tous tes espions en jeu, puis justement, quand tu vas jouer ces cartes-là, ben, tu vas en ramener un ou deux dans ta réserve, puis tu vas activer ces effets-là qui sont vraiment puissants. Là. Fait que ils peuvent te servir autant à expandre ton réseau, si tu les joues de version un peu plus classique, ou tu peux vraiment faire ces effets-là si justement tu as beaucoup de cartes qui jouent avec les espions. Fait que c'est principalement dans le deck d'Elfe Noir là, que justement il y a des effets d'espions. Là. Puis sinon, c'est ça, j'aimais bien aussi l'espèce de d'arc que la game a, parce qu'au début, nous, on a joué juste à 2, là, mais tu sais, au début, on était chacun dans notre coin, on se tapait pas trop dessus, puis là, vers le milieu de la game, ben, on avait comme plus de place à part aller sur l'autre, fait que là, c'est là que l'interaction embarquait un peu plus, mais tu sais, ça nous a permis de justement bâtir un peu notre deck avant d'en arriver là. C'était comme une petite phase de préparation, puis après ça, une phase plus de baston. Pour aller chercher le plus de points possible. Ouais, puis le plateau, ce qui est le fun, c'est qu'il s'ajuste au nombre de joueurs. Fait que si tu joues juste à 2, tu as juste la section centrale. Si tu joues à 3, tu rajoutes une des 2 sections de côté. Puis si tu joues à 4, ben là, c'est tout le plateau. Fait qu'au moins, t'es pas trop perdu à 2 joueurs. On n'utilise pas tout le plateau. Puis pourquoi j'ai choisi ce jeu-là comme étant un jeu qui est meilleur à 3 que versus 2 ou 4, là? À 2, le problème dans ce jeu-là, c'est que si un joueur s'installe, justement, un joueur qui commence à prendre contrôle de certaines capitales, parce que son deck, justement, a roulé peut-être un peu plus, ou il y a eu plus de cartes d'attaque que l'autre joueur, puis l'autre s'est bâti un peu plus en recrutement. Puis le joueur qui, justement, s'est bâti un peu plus en attaque, va commencer à prendre le contrôle de certaines capitales. Puis l'autre joueur, si justement, il n'y a pas un deck avec beaucoup d'attaque pour aller contrer ça, ben il pourra pas tasser l'autre joueur des capitales. Fait que là, celui qui prend le contrôle de une ou deux capitales rapidement peut prendre un avantage assez considérable dans la partie à 2 joueurs, ce qui fait qu'il va se faire planter par l'autre joueur. Alors qu'à 3, ce problème-là va se résoudre parce que s'il y a un joueur qui s'installe à une capitale vite, les 2 autres vont aller le tasser de là. Les 2 autres vont se mettre ensemble pour aller le tasser de là parce qu'ils veulent pas qu'il profite de ce bonus-là. J'aime mieux à 3, je trouve qu'à de se mettre 2 contre 1 justement pour y enlever un avantage, c'est intéressant. À 4 joueurs, le problème, c'est que de moment donné, des fois, c'est un peu too much. Donc le joueur, à 4, qu'on pense qu'il lead ou qu'il a pris contrôle d'une capitale, ben là, les 3 autres, s'ils se mettent à l'attaquer, je trouve que ça fait un peu too much 3 contre 1 versus 2 contre 1. Fait que j'ai l'impression que pour moi, ils chaînent plus à 3 pour ça. Pour empêcher l'espèce de roi de la montagne à 2 joueurs. Puis à 4 pour empêcher que justement tout le monde se mette sur un joueur parce qu'on pense que c'est lui qui lead, là. Fait que je trouve qu'à 3, il vient chercher un peu vraiment l'équilibre parfait pour moi, là. Excellent. Ben, j'aimerais ça l'essayer à 3 justement, parce qu'il était bien à 2, mais je peux voir comment il serait mieux à 3. Moi, il est venu me chercher quand tu as commencé à parler de deck building puis de contrôle de territoire, c'est 2 styles que c'est dans mes styles préférés. Puis je trouve ça cool d'avoir trouvé une façon d'agencer un peu les 2 styles pour que ça fonctionne. Parce que c'est la première fois en fait que j'entendais parler d'un deck builder, contrôle de territoire. Fait que je trouvais ça, j'étais intrigué. Je l'ai pas encore essayé, mais je suis pas mal intéressé. Puis c'est un jeu de 2016, puis c'est un jeu qui a pas eu tant, tu sais, les éloges, ou c'est pas un jeu qu'on a parlé beaucoup. Comme je disais tantôt, ça a été édité par Gale Force 9. Tu sais, c'est pas une compagnie qui est réputée pour justement faire des jeux nécessairement à belles composantes ou des beaux jeux, des trucs comme ça. Fait qu'il y a peut-être un passé en dessous du radar, comme on dit, là. Tu sais, le visuel du board est un peu ordinaire.
C'est mauve puis c'est sombre. Ouais, c'est ça, c'est limite abstrait, là. C'est des robes décorées qui représentent les villes. Puis les cartes, la qualité était assez ordinaire aussi. Puis dans la première édition, là, les cartes d'extension, puis les cartes du jeu de base avaient pas la même teinte sur le verso des cartes. Fait que tu sais, c'est comme des genres d'erreurs comme ça qui fait que, ouais, tu sais, c'est comme un éditeur qui a pas tant une bonne réputation. Fait que là, la deuxième édition, tu sais, à part les tokens qui sont rendus en carton versus les petits tokens de plastique qui étaient quand même bien, j'imagine que les cartes sont peut-être de meilleure qualité. Là, je l'ai pas entre les mains, la deuxième. J'ai encore ma vieille première édition, là. Mais c'est ça, c'est pas tout le temps la meilleure compagnie pour les composantes puis ces choix-là. Fait que ça peut peut-être expliquer aussi que pourquoi il a peut-être pas été aussi populaire, parce que moi, c'est un de mes jeux préférés dans le deck building. Puis comme tu dis, tu sais, deck building, contrôle de territoire, c'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup. Puis tu sais, 2016, c'est clairement un des premiers qui est allé là-dedans. Là. Donc, je pense que c'est un jeu qui mérite qu'on en reparle un peu plus. Là. C'est ça. Puis comme tu disais, avec la deuxième édition qui arrive, c'est un bon moment pour justement se réintéresser à ce jeu-là. Exact. Puis là, il est disponible en français pour la première fois grâce à cette deuxième édition. Fait que ça peut ouvrir les portes aux gens qui étaient pas à l'aise en anglais. Là. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de mots-clés puis tu sais, il y a pas tant de texte que ça sur chaque carte, là, mais tu sais, des petites subtilités entre assassiner, c'est quoi, c'est subdue? Ouais, c'est comme tu remplaces une unité. C'est ça. Il y a comme deux façons d'épurer ton deck aussi, là. Une qui vaut des points, une que non. Plusieurs mots-clés à surveiller. Fait que ça vaut la peine si l'anglais c'est pas votre force, peut-être y aller avec la version française. Cool, donc c'était Les Tyrans de l'Ombre Terre, publié par Gale Force 9, des auteurs Peter Lee, Rodney Thompson et Andrew Veen. Moi, de mon côté, je vais défendre A War of Whispers, qui a été designé par Jeremy Stoltzfus, je suis vraiment pas certain de la prononciation encore, et qui a été publié par Starling Games. Donc, A War of Whispers, c'est... je le vois un peu comme si on vivait la guerre des 5 rois dans Game of Thrones, mais qu'on était toute une gang de Varys qui dit à l'oreille de chacun des rois qu'est-ce qu'il devrait faire pour pouvoir gagner. Mais qu'au final, c'est pas tant la guerre entre les rois qui nous intéresse, mais notre propre agenda personnel qu'on doit accomplir. C'est quand même un Game of Thrones des pauvres, là, parce qu'ils n'ont pas eu la licence pour vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que y a aucune licence associée, là, mais tu sais, on sent un peu l'aspect, tu sais, des Varys, ils appellent comment déjà ces petits bonhommes, là, c'est les Little Birds. Fait que c'est ça, fait que on peut ressentir que c'est les petits oiseaux de Varys qui vont parler aux oreilles des leaders pour faire avancer notre agenda. Donc, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un contrôle de territoire, mais où on contrôle pas, comme je disais, un peuple en tant que tel. C'est plus qu'on va pouvoir contrôler chacun des peuples à différents moments de la partie. Et chaque joueur est membre d'une société secrète et va influencer les différents empires. Donc, au début de la partie, chaque joueur va avoir une affinité pour un des empires, pour chacun des empires. Puis ça va influencer le nombre de points à la fin de la partie qui va être fait. Dans le fond, on est investi à différents niveaux dans les 5 empires qui sont sur la carte. Fait qu'il y en a un qui va être notre favori, puis qu'on va faire beaucoup de points si lui il fait bien. On descend comme ça jusqu'au pire, où ce que là on perd des points s'il fait bien. Fait qu'on a un qu'on a vraiment intérêt à aider, un qu'on a vraiment intérêt à nuire, puis les 3 autres qui sont comme un peu dans ce gradient-là, si on veut. C'est pas fixe, hein, ils peuvent changer, je pense, pendant la game. Oui, à un moment donné, si on juge qu'on performe pas très bien avec les peuples avec lesquels on doit bien performer, on peut révéler 2 des empires et les échanger de place. Ça a l'avantage de pouvoir peut-être nous faire sauver un peu de points, mais ça a le désavantage de montrer à tous nos opposants où sont situés ces deux peuples-là au niveau de notre pointage. Fait que c'est un peu à double tranchant, faut pouvoir le faire pas trop, faut choisir le bon moment pour le faire, parce qu'après ça, une fois qu'ils sont révélés aussi, on peut plus les bouger. Faut faire attention avec ça. Puis on peut seulement le faire à la fin du round aussi. Fait que tu peux pas le faire n'importe quand. Là. C'est comme à la fin du round, tout le monde a l'occasion de le faire une fois. Puis il y a comme 4 rounds dans une partie, je pense. Oui, seulement 4 rounds. Puis tu peux pas le faire au dernier round, évidemment, parce que ça serait trop facile.
Donc, c'est ça. Le jeu se fait en 4 rounds qui vont avoir chacun 4 phases. La première, ça va être de déployer nos agents. Chaque société secrète va placer un de ses agents sur le tour du board où on a chaque empire qui est représenté. Puis on va mettre notre agent à un endroit qui va nous permettre de faire plus tard une action. Tout est fait sur un board circulaire, puis ce qui fait que les actions qui vont se passer pour chaque peuple va se faire dans un ordre prédéterminé. Dans le sens où on va jouer l'action de l'amiral, admettons, avant l'action du chancelier. Puis ça va se passer comme ça pour tous les différents empires. On peut positionner nos agents aussi de sorte à faire plus qu'une action avec un même agent, mais ça, on peut être bloqué par un opposant. C'est ça, dans le fond, c'est que si tu te places au premier spot, s'il y a personne d'autre qui vient, tu vas faire les 4 actions. Mais si quelqu'un se place après toi, ben t'arrêtes de faire les actions quand tu rencontres le pion de quelqu'un d'autre. C'est tentant d'aller en premier pour toutes les faire, mais tu peux te faire couper l'herbe sur le pied puis finalement faire juste la première. Ouais, puis c'est ça. Fait que puis généralement, c'est un jeu où justement on veut pas laisser faire les autres trop ce qu'ils veulent parce que souvent ça va un peu mettre nos plans en déroute. Fait qu'il faut un peu gérer ça. La twist, par exemple, qui peut peut-être aider, c'est que chaque agent qu'on va mettre, à chaque fin de tour, on va pouvoir en enlever un seul, puis en remettre 2. Fait que ce qu'on va prendre comme décision au début du jeu, ça peut influencer la suite de la partie parce qu'on ne pourra pas bouger tous les agents qu'on veut avoir mis sur le plateau. Une fois que tout le monde va avoir mis ses agents, là, on va exécuter justement toutes les actions qui sont situées sur le tour du plateau, une à la suite de l'autre, dans l'ordre en suivant vraiment là, la flèche qui tourne autour. À la suite de ça, les armées vont pouvoir se combattre, on va pouvoir recruter des unités, on va pouvoir acheter des cartes. Acheter des cartes va être assez important parce qu'ils peuvent nous permettre de faire des actions qui sont pas présentes dans le fond sur le tour du plateau, puis qui peuvent être assez fortes. Ils peuvent entre autres nous permettre de téléporter des unités sur des grandes distances, ce qui est généralement impossible parce que quand on va faire des attaques en utilisant les armées des différents empires, il va falloir toujours laisser une armée en arrière pour garder le contrôle d'un territoire. Fait qu'on est limité dans la progression qu'on peut faire au niveau de la prise de territoire. Alors que les cartes peuvent nous permettre justement de passer outre certaines limitations puis qui nous permettent d'aller faire des plus grandes distances ou de tout simplement éliminer plusieurs armées d'un seul coup. Je trouve ça cool aussi parce que chacun des 5 nations, dans le fond, a ses cartes qui lui sont propres. Puis, tu sais, il y a certains effets qui se recoupent, mais il y en a qui sont uniques à chacune de ces factions-là. Donc, dépendamment de quelle faction on va essayer de faire gagner ou de faire perdre, ben, tu sais, ça peut rentrer dans la stratégie d'aller jouer avec les cartes qui vont pouvoir nous fournir, là. C'est ça. Puis, dans le fond, sur les cartes, on a toujours 3 effets. On a un effet que ça nous prend juste une carte. Puis il y a les effets plus forts dans lesquels il faut combiner des cartes. Les effets les plus puissants, ça va être des cartes de deux empires différents qu'il va falloir combiner pour avoir des effets vraiment plus forts. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas juste s'investir dans un seul peuple. C'est que des fois, il va falloir aller jouer avec les autres peuples pour aller chercher des bonnes cartes ou pour pouvoir faire les grosses actions qui sont sur les cartes. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, on fait le tour, on exécute toutes les actions. À la fin, tout le monde va avoir l'opportunité de justement révéler 2 des peuples pour pouvoir les changer de place si jamais les choses vont pas dans le sens qu'on veut. Fait qu'on a beaucoup de secrets comme ça. On peut réussir à déduire à la longue en regardant qu'est-ce que nos opposants font, vers quel peuple ils semblent vouloir pencher au niveau des victoires. Ça, c'est une information secrète qui a un gros impact sur le jeu parce qu'on est tout le temps en train un peu de s'espionner, d'observer les autres joueurs pour essayer de comprendre, OK, lui il veut que les bleus gagnent, celui-là il veut que ce soit les verts. Il faut que je réussisse à profiter de ça parce que des fois tout le monde a des allégeances différentes, mais ils peuvent être les mêmes dans le sens où ça arrive que 2 joueurs vont bénéficier que les jaunes conquérissent le plus de villes. Ben, il y a moyen de dire à un moment quand on est assez sûr de nous aussi aller dans ce sens-là pour pouvoir maximiser nos points. Fait qu'il y a un peu cette game-là de secret, cette game politique-là qui a lieu en plus du contrôle de territoire.
Fait que c'est le genre de jeu qu'il faut que justement que tu sais, si je veux faire gagner les bleus, il faut pas trop que ça paraisse. Fait que tu sais, je vais peut-être aider une autre couleur au début pour qu'ils pensent que je vais aider eux autres, mais finalement, je fais ça pour pouvoir aider les bleus qui vont les attaquer par en arrière. Tu sais. Tu vas essayer d'être un peu plus subtil, j'imagine, dans tes moves. Là. C'est ça, oui, ça peut être vraiment bénéfique de faire croire que tu as avantage à faire avancer un des peuples pour qu'à la fin, eux autres, ils se mettent à tout taper dessus et que ça t'avantage. Fait que oui, il y a un peu ce mind game-là au travers, ça fait des games assez tendus. Mais faut pas que tu le fasses trop parce que, tu sais, comme on disait tantôt, il y a pas beaucoup de rondes, fait que t'as pas tant d'action, fait que dans gaspiller, entre guillemets, pour bluffer, des fois, ça peut venir te coûter cher en fin de partie. OK. Fait que oui, il y a ça, mais faut quand même que tu te gages comme faut parce que si tu joues avec le feu, tu peux te brûler. Fait que c'est ça. C'est sûr que de savoir un peu avec qui on joue, ça peut te donner un avantage parce que tu sais un peu plus lire le joueur qui t'oppose. Là. Mais j'avoue que dans une partie où est-ce que personne se connaît puis qu'on sait pas, tu sais, parce que moi je sais que Sam, il a pas tendance à backstabber ou il a pas tendance à penser à des grosses stratégies de je vais tout vous backstabber en fin de partie. Moi à côté, Sam il sait que je suis le premier à retourner ma carte de bord quand l'occasion se présente. Fait que, tu sais, en sachant ça, tu peux un peu... Même des fois, quand elle se présente pas, tu le fais pareil. Ouais. Je suis le gars de Game of Thrones que tu sais que quand tu vas t'allier avec moi, il va avoir un backstab à m'amener. Mais moi, au moins, ça, c'est une information qui est claire. C'est plus facile de se fier à ça. Tu sais, toi, Sam, quand tu backstab, c'est terrible parce que, je veux dire, tu te trahis toi-même. Mais ça, on dérape un peu, là. Toi, t'as pas joué au jeu, c'est ça? Non, je l'ai pas essayé. Je le connais, c'est un jeu que j'avais regardé dans le temps quand il avait été sur Kickstarter, notamment. Là, je l'avais vu passer. Puis il y avait une belle version de luxe avec des figurines au lieu des cubes. Ouais. La version magasin est un peu flat, je trouve, là, mais bon, ça c'est le problème des versions retail. Là. Ben moi c'est celle-là que j'ai, puis tu sais ça fait très bien la job là, puis tu sais je sais que dans la version Kickstarter t'as aussi des jetons pour toutes les huttes puis les villes là, qui sont des points importants pour dans le jeu là, pour recruter les unités puis pour faire les points. Mais tu sais au final la version avec le board puis qu'il y a les dessins de tout ça dessus, ça fait super bien la job là. Je regrette pas de pas avoir déboursé plus pour du bling bling. Ouais, puis et encore une fois, ceux qui ont de la misère en anglais, il sort en français là. Il est sorti en Europe déjà. Là. C'est Matago qui le traduise. Fait qu'il devrait arriver au Canada dans pas long. Mais Colin, la version française va coûter genre 95$. Ouf. Puis la version anglaise est genre 50$. Là, on est rendu au double. Là. Ouais. Ça fait mal. C'est pas comme s'il y avait, tu sais, sur les cartes, il y a un peu de texte, là, mais pas tant que ça, là. Ouais, puis à 95, là, t'as pas les figurines, c'est encore les cubes. Fait que ouais, non, c'est pas le jeu qui a la plus belle présence sur la table. Là. C'est ça, c'est les petits cubes en bois classiques. Là. C'est sûr que quand on a grandi avec des euros qui étaient pas faits pour être beaux, mais qui étaient faits pour avoir des belles mécaniques, on est un peu moins choqué, mais c'est vrai que c'est pas le jeu le plus beau qu'on a discuté dans le podcast. Moi, je trouve que le artwork sur les cartes, il est vraiment bien, là. Il rend bien l'ambiance, justement, de jeu de coulisses, puis d'espionnage, puis de manipulation. Puis, tu sais, les sigils des différentes familles, là, que ce soit les familles, les armées qui sont sur le board ou les différentes maisons d'espions, je trouve, tu sais, ça donne une belle, tu sais, le thème, il est là, avec le artwork, puis ça va bien ensemble, là. C'est une belle twist sur le style de contrôle de territoire, le fait que les armées appartiennent à personne, puis à tout le monde en même temps, tu sais. Ouais, non, ça j'aimais bien ça aussi. Puis chaque armée, c'est ça, est vraiment différente. On a le peuple brun entre autres qui commence avec aucune unité sur le jeu. On a les bleus qui en ont un peu plus. Puis chacun a comme sa particularité. Puis même au niveau des pouvoirs sur le pourtour du cercle, ils sont pas tous exactement pareils. Fait qu'il y en a qui te permettent d'aller chercher des cartes plus facilement, il y en a qui te permettent de recruter des armées plus facilement. Puis ça fait que tu as aussi cette asymétrie-là sur le board. Peut-être mentionner aussi que le jeu a une extension qui rajoute des nouvelles cartes d'alliance entre les joueurs. Je pense qu'il y a deux nouvelles mécaniques avec ça, mais moi je l'ai pas essayé encore, donc je peux pas trop en parler. Ouais. Moi non plus, j'ai juste joué avec le jeu de base.
Pour finir, dans le fond aussi, je pense que c'est un jeu qui va bien se faire à 3 parce que, étant donné la façon dont les actions vont être exécutées, le fait que les agents qu'on place peuvent, dans certains cas, nous permettre de faire plus d'actions, d'être beaucoup de joueurs, ça fait que tous les spots ou presque les spots vont être régulièrement tous pris, ou en tout cas la majorité vont être pris. Fait que on va moins avoir l'espace justement d'exécuter plus d'actions à chaque tour, alors qu'à 3 joueurs, on a un peu plus cette liberté-là. Fait que ça ajoute un peu aussi que, en plus de devoir essayer de s'aider le plus possible dans notre conquête, c'est qu'on doit aussi penser à peut-être prendre un agent pour nuire aux autres joueurs. Puis à 3 joueurs, justement, c'est une dynamique qui devient un peu plus importante parce que justement, on a un peu plus d'espace pour exécuter plus d'actions. Puis à 2, ben là, c'est qu'on a trop d'espace. On a moins un peu ce besoin de bloquer l'autre. On a un peu plus de liberté à faire, ce qui nous avantage. Fait que je trouve que 3, c'est comme le juste milieu, le bon nombre pour jouer à ce jeu-là. Ouais, parce qu'au final, c'est ça. Peu importe le nombre de joueurs que tu joues, il va tout le temps avoir le même nombre d'actions. À 4, t'en as peut-être pas assez par joueur. À 2, c'est que t'as moins le côté mind game puis trahison. À 2, tu sais que c'est l'autre le pas fin, là. Fait que t'as moins de ce petit côté de diplomatie-là, là. Fait que je pense que je suis d'accord avec toi que 3, c'est probablement le sweet spot, comme on dit en bon français. Ouais. En fait, je pense que ça fait le tour. C'était A War of Whispers de Jeremy Stoltzfus et publié par Starling Games. Et pour finir, ben moi je vais vous parler du meilleur jeu à 3, parce que tu sais, c'est dans le nom. 3. Il faut faire attention, là, parce que là, c'est pas 3 comme la ville grecque, là. C'est 3 comme en France. Ouais, la ville française. Puis on parlait de jeux pas super beaux tantôt. C'est pas là-dessus que je vais faire mes points, je pense. On a trop choisi des jeux comme visuels, composantes, c'est comme pas leur force, là. Ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est un style qui est quand même, tu sais, ça fait très art médiéval. Fait que tu sais, il y en a qui pourraient aimer ça. J'en ai pas vu beaucoup. Mais il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Non, c'est ça. Tu sais, on va se concentrer sur les mécaniques plus que sur l'esthétique. Fait que 3, c'est un jeu qui est un peu intimidant à présenter puis à expliquer. Pas facile à apprendre. Une thématique super euro, là. On bâtit une ville au Moyen-Âge. Celui qui fait le plus de points va gagner à la fin de la partie. Dans le fond, la structure d'un round, c'est pas intuitif. Mais ça vaut vraiment la peine de l'apprendre. Puis je pense que tu sais, la première partie qu'on va faire, on va peut-être pas comprendre toutes les subtilités puis performer au mieux qu'on pourrait. Mais tu sais, en tout cas moi, ça m'a donné assez le goût de vouloir réessayer puis de m'améliorer à ce jeu-là. Là. Mécanique principale du jeu, ça va être du placement de dés. Fait que chacun des joueurs va avoir une espèce de pool de dés de 3 couleurs. Donc il y a les rouges, les blancs puis les jaunes. Puis chacun des dés peut être utilisé. Dans le fond, il y a des cartes d'action qui nous permettent de faire les actions principales du jeu, là, qui vont être la façon principale de faire les points. Puis chacune de ces cartes-là va exiger une certaine couleur de dés puis une certaine valeur. Donc on peut prendre un lot de jusqu'à 3 dés, puis on va totaliser dans le fond les chiffres de ces 3 dés-là. Donc si j'ai 3, 5, ben, j'ai 15 de points. Puis ça, je vais diviser ça par le nombre qui est écrit sur l'action. Fait que la carte, elle pourrait me dire pour chaque 3 points de dés rouges, tu peux avoir une pièce. Fait que si je joue avec 15, ben je vais avoir 5 piastres. Puis la twist, c'est que on peut acheter les dés des autres. Puis les autres, ils n'ont pas le choix d'accepter qu'on leur achète. Fait qu'on leur donne un peu d'argent, mais on leur vole leurs dés. À chaque tour, dans le fond, on va avoir un nombre variable de dés qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer dépendamment de où est-ce qu'on va aller placer nos meeples. Puis une des façons d'utiliser nos dés, en fait, c'est justement de placer un meeple dans un bâtiment pour avoir plus de dés dans les tours futurs. C'est pas ce qui est payant, tu sais, ça ne donne pas des points directement, fait qu'on essaie d'éviter cette action-là le plus possible, mais en même temps, si on le fait pas, on n'aura pas de dés, fait qu'on va être obligé d'acheter ceux des autres, puis là, on va manquer d'argent pour faire toutes les actions qu'on veut. Puis c'est un jeu où l'ordre du tour est super important aussi, parce que quand on est le premier, ben là, on a tous nos dés disponibles, c'est sûr, on peut aller chercher les dés des autres, fait qu'on est comme le premier à pouvoir aller chercher les meilleurs dés.
Fait que les tours où on est le premier, ben c'est le moment d'en profiter, puis il faut performer, tu sais. Puis les tours où on est dernier, ben là, on est plus en réaction, on prend qu'est-ce qui reste, puis on s'arrange un peu avec ça. Le jeu est un peu évolutif parce que dans le fond, à chacun des premiers tours, on va révéler des nouvelles cartes d'action qui vont être disponibles pour tous les joueurs. Donc, en début de partie, on peut pas vraiment se faire une stratégie pour toute la partie parce que on sait pas trop ça va être quoi les actions qui vont être disponibles, ça va être quoi les combos potentiels qui vont arriver. Donc on essaie de maximiser un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a dans le fond au début, puis après un coup qu'on a tout vu, ben là si on s'est bien placé, on va pouvoir en profiter puis aller faire les points. Puis c'est ça, tu sais, côté thématique, là, chacune des couleurs de dés représente une sphère d'influence dans la ville. Fait que là, les rouges, c'est plus militaire. Ça va nous permettre de combattre les envahisseurs parce qu'il y a comme des ennemis qui attaquent 3. Fait que c'est des cartes qui sont révélées à chaque tour puis qui vont venir nuire à tous les joueurs. Une des actions qu'on peut faire, c'est d'utiliser nos dés pour aller combattre ces cartes-là. Fait que ça va nous donner de l'influence puis des points. Puis c'est ça, les rouges vont être plus efficaces pour ça parce que ils sont plus sur le militaire. Les blancs, c'est plus le clergé. Puis les jaunes, c'est plus le commerce. Donc plus facile d'aller chercher de l'argent avec ces dés-là ou ce genre de trucs-là. Puis une autre affaire que j'aime beaucoup du jeu, c'est qu'en début de partie, chacun des joueurs va avoir une carte d'objectif secret. Fait que là, il y en a 6 différentes dans le jeu, fait que ça peut être d'avoir le plus d'argent possible, ou le plus d'influence, ou le plus d'ouvriers placés dans les bâtiments, etc., etc. Mais ces cartes-là, c'est pas juste nous qui va les scorer, ça va être tous les joueurs. Puis sur chaque carte, il va y avoir dans le fond 3 paliers. Fait que si on est un peu bon dans cette affaire-là, ça nous donne un peu de points. Puis si on est vraiment très bon dans cet aspect-là, ben, ça va nous donner vraiment beaucoup de points. Fait que l'idée, c'est de s'arranger pour être bon dans notre carte, puis d'essayer de deviner c'est quoi les cartes des autres pour essayer d'être bon dans qu'est-ce que les autres ils font aussi, tu sais. Ouais, le fun, cette dynamique-là, des objectifs cachés, qui sont des objectifs communs, mais cachés, c'est comme rare, là. C'est ça, puis tu sais, il y en a juste 6, fait que c'est pas comme s'il y en avait 20 puis que là, t'as aucune idée de c'est quoi qui va être en jeu, là, tu sais, fait qu'il y en a pas tant que ça à retenir. C'est sur les aides de jeu sont bien présentes, fait que tu peux les regarder pendant la partie puis te dire ah ouais, tu sais, Vincent il travaille beaucoup sur la cathédrale, pendant qu'il y a cet objectif-là qui est en jeu, peut-être que j'y mette un peu du mien moi aussi, tu sais. Puis la partie ça va quand même assez vite, là, il y a pas beaucoup de tours, là, c'est un nombre de tours qui est dépendant du nombre de joueurs. Je trouve qu'à 3, c'est le mieux pour y jouer parce que t'as un bel équilibre entre le chaos puis parce qu'à 4, tu peux pas vraiment prévoir ton prochain tour, il y a trop de dés qui vont partir avant que ça revienne à toi, tu sais. C'est tough c'est un jeu où toutes les ressources sont vraiment tight, faut que tu optimises tes moves pour essayer d'aller gruger un petit peu de points à chaque tour. Puis à 4, c'est vraiment vraiment difficile. Il y a beaucoup d'envahisseurs à 4 aussi, là. Ouais, parce qu'il y a plus de tours. Fait qu'il finit par se ramasser plein de cartes noires. On s'en prend plein la gueule au début de chaque tour. On peut rien faire. Puis à 2, ben là, c'est plus... justement, on perd un peu d'interaction. Puis d'aller acheter les dés des autres juste au moment où ils voulaient les utiliser. Ça arrive un peu moins souvent. Je trouve qu'à 3, encore une fois, c'est un bon niveau entre il y a trop de monde puis je contrôle rien de ce qui se passe ou c'est juste un jeu d'échecs entre 2 personnes puis à 2, y avait-tu des meeples nerds? Je me souviens plus. Oui, puis il y en a à 3 aussi en fait. OK. Puis c'est ça, les cartes envahisseurs vont pouvoir rajouter des meeples nerds justement dans les différents bâtiments ou rajouter des cubes nerds dans la cathédrale ou fait que c'est ça, tu sais à 3 c'est le bon mix là, justement de dés qui appartiennent aux joueurs puis je suis quand même capable de faire un plan puis de peut-être le respecter, tu sais. Puis à 2 aussi dans le fond chacun des joueurs va avoir 2 cartes objectifs. Fait que là c'est plus facile justement de bien performer dans au moins 2 des 4 là. Fait que tu perds un peu cet aspect là de rentrer dans la tête des gens puis de deviner c'est quoi leur objectif secret. Vince, t'as essayé le jeu pour la première fois cette semaine, je pense. C'était la première ou la deuxième fois, mais en tout cas, ça faisait longtemps si c'était la deuxième. Puis ouais, moi j'ai bien aimé. Je me suis fait laver monumentalement, mais j'ai quand même aimé mon expérience. Je trouvais qu'il est beaucoup plus complexe que les 2 autres jeux auxquels on a parlé tantôt. À force de voir un peu les tours avancer, ça s'est plus placé dans ma tête. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même façon de faire
beaucoup d'interactions entre les actions qu'on peut faire. Tu sais, sur le jeu, avec l'évolution des actions, les cartes qui vont apparaître, il y a moyen de faire des combos assez intéressants avec les actions pour soit transformer plein de dés d'une couleur en autre, ou puis après ça refaire quelque chose avec. Puis ça, je trouve, ou les transformer, les augmenter, faire autre chose. En tout cas, je trouve qu'il y a plein de possibilités d'interaction avec les différentes actions. Puis ça m'a, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis ça, c'est cool parce que il y en a, comme, pour chaque couleur, il y a 9 cartes, puis on en voit 3 à chaque partie. Fait qu'on n'a pas tout le temps les mêmes combinaisons, pas tout le temps les mêmes combos qu'on peut enchaîner. Fait que ça rajoute une belle variabilité au jeu. Ouais, puis le fait qu'il faut justement qu'on s'ajuste parce que les cartes sortent une à la fois, mais tu sais, ça fait qu'un joueur qui a joué beaucoup au jeu, tu sais, a pas nécessairement plus l'avantage que le joueur qui joue pour la première fois, parce que les combos sont pas clairs en commençant la game, tu sais. Les cartes vont sortir en cours de partie, puis là, on va pouvoir développer nos affaires. Hein. C'est ça, la stratégie se découvre en jouant. C'est pas en avant d'avance qu'on peut tracer son chemin puis dire bon ben moi je vais m'enligner vers ça tout de suite. Tu peux pas faire ça parce qu'il y a trop d'évolution en cours de partie. Ça je trouve ça bien parce que justement tu révises, tu te recasses la tête pour comprendre comment maximiser tes points. Je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup d'interactions là. C'est quand même cool là, de justement pouvoir un peu se bumper pour aller chercher plus de dés, puis après ça faut que tu te reprennes. Tu sais, c'est bien d'avoir beaucoup de dés parce qu'on a plus d'options, mais c'est important aussi parce que ça te permet de faire plus d'argent en faisant acheter tes dés. Ça, j'avoue que j'avais peut-être négligé ce détail-là quand j'ai joué, mais c'est ça, c'est beaucoup d'éléments comme ça, d'interaction puis de complexité qui fait que le jeu est cool à jouer. Je suis moins fan de la mécanique d'acheter les dés, de te faire acheter tes dés. Là. On dirait c'est comme, ok, c'est mon pool de dés, mais là, ok, je t'en achète 2, puis je t'en achète 2, c'est comme, ouais, ok, il m'en reste un. Là. Je suis obligé d'aller en acheter pour faire mon action, tu sais. Au moins, t'as reçu de l'argent pour les acheter aux autres, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sauvage. Pendant un temps, j'avais pas beaucoup de dés, puis ils partaient assez vite, fait que là, il fallait tout le temps que je les achète aux autres. Puis je me suis appauvri assez rapidement alors qu'il y avait Mathieu qui faisait des 20 pièces d'or par tour parce qu'il avait vraiment réussi à maximiser sa production d'argent. Mais c'est ça, c'est un peu sauvage. Je pense que c'est un jeu où tu peux perdre des amis facilement. C'est un euro assez cutthroat. T'sais. Pour un euro, justement, que c'est rarement le cas que ça arrive que justement tu peux aller voler des trucs à quelqu'un ou interagir de cette façon avec un autre joueur. Fait que, si t'es un fan euro pur, faut que tu sois conscient de cet aspect-là du jeu. Là. Ouais. T'es pas tout seul dans ton coin à construire ton affaire. Là. Les autres, ils vont activement s'arranger pour que t'échoues. Mais si t'es fan de l'interaction, justement, puis de ce genre de jeu-là, ben c'est un super bon jeu parce qu'en plus, t'as aussi tout l'aspect optimisation puis gestion de ressources des euros, mais avec le côté interactif des jeux plus de confrontation. Là. Pour moi, c'est un heureux mariage. Un euro trash. Ouais. Oh. Donc, ça m'a surpris par contre, Sam, que tu présentes ce jeu-là parce que c'est aussi un jeu où au final il y a quand même beaucoup d'aléatoires. Les cartes qu'on va remplacer les cartes actions vont apparaître, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est beaucoup de dés. C'est sûr qu'on prend beaucoup de décisions en fonction de qu'est-ce qui a été roulé, puis c'est pas tant. Tu peux planifier ton tour en fonction de ce qui est disponible, mais il y a quand même beaucoup de hasard pour un euro. Mais c'est un hasard qui affecte tous les joueurs de la même façon. En tout cas, pour les cartes, là, c'est sûr que pour les dés, peut-être moins, mais il y a quand même moyen de le mitiger aussi. Tu peux dépenser ton influence pour relancer tes dés ou pour même carrément changer le résultat. Et dans le fond, tu les tournes de face, là. Fait que si t'as un 1, ça devient un 6, puis un 2 devient un 5, etc. Donc oui, il y a du hasard, mais il y a moyen de le mitiger, puis la plupart affectent tout le monde égal. Fait que tu sais, on est sur un pied d'égalité, puis on se débrouille avec ce hasard-là, plus qu'on le subit après avoir pris nos décisions. Tu sais. Donc voilà pour 3 de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, et publié par les éditions Pearl Games. Donc, on arrive maintenant à notre pièce de résistance, comme on aime dire souvent, notre duel. Je pense qu'on en a parlé un peu quand on a fait notre description de pourquoi est-ce qu'il brille plus à 3 versus d'autres comptes. Moi, je serais curieux, en fait, d'essayer vos deux jeux à 4.
Parce que je pense que War of Whispers, justement, tout l'aspect diplomatie, trahison, mind games, il y a tout le chaos de savoir qui contrôle quoi. Je sais pas si ça serait pas mieux à 4 qu'à 3, en fait. Moi, je pense que ça va amener beaucoup plus de chaos, puis ça va faire que ça va être plus difficile de se construire une vraie stratégie. Parce que à 3 joueurs, on a 5 empires. Fait que c'est plus facile d'avoir plus d'influence, de faire plus d'actions avec un même empire, puis avoir un peu plus de contrôle sur ce qui lui arrive. Versus à 4, où est-ce que il y a encore juste 5 empires, tu sais, ça va arriver de temps en temps où les 4 joueurs vont pouvoir se placer sur un même empire, puis au final, t'as une action que tu vas pouvoir effectuer seulement une action, puis c'est un peu. Puis les autres joueurs vont quand même avoir un impact sur cette action-là, parce que c'est eux autres qui vont, admettons, bouger les unités, puis ils vont peut-être s'arranger pour que ton action échoue totalement. Parce que, admettons, t'as plus le contrôle des tours ou tu perds une ville à cause qu'ils ont fait un déplacement pour lequel ils ont fait exprès de perdre. Fait que je pense que ça devient plus difficile de construire quelque chose à 4-3. Ouais, je pense qu'il va y avoir des tours aussi comme tu dis, t'as vu qu'il y a plus de jetons d'action, il y a moins d'endroits que tu vas faire 2-3 actions d'un shot. Fait que tu vas avoir des tours un peu moins satisfaisants, probablement, dans ta partie à 4 joueurs versus 3. Ouais, définitivement. Puis c'est pour ça que moi je pense qu'à 3, c'est là qui va vraiment se jouer le mieux. Bon, là, je viens de voir que Board Game Geek me dit que c'est mieux à 4, mais c'est pas vrai que Board Game Geek détient la vérité. C'est juste du monde random qui vote sur Board Game Geek. Qu'est-ce que ça vaut? Ben oui. En tout cas, moi, 3, le best, c'est 3. Donc, Board Game Geek me donne raison. Oh, Tyrants of the Underdark est à 4 aussi. Ouh! Fait que je pense que la sagesse... donne un point, là. Ouais. C'est ça. Fait qu'on va arrêter l'émission ici. Non, pour les tyrans, je sais qu'il y a une des façons de finir la partie, c'est de vider le marché de cartes, dans le fond. Ouais. Puis il y a pas plus de cartes qu'on soit 2, 3 ou 4. Non, puis honnêtement, je pense que c'est jamais arrivé dans toutes mes games que c'est ça qui a déclenché la fin de la game. OK, fait que même à 4, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Là. Non. Là, généralement, c'est que c'est un joueur qui va placer toutes ses armées sur le board. Puis c'est pas mal comme ça que la plupart des games vont se finir. Parce que tes armées, tu sais, ceux qui se font dessus pendant la game, t'es récupères pas. Fait que tu as un nombre fixe de troupes que tu vas pouvoir placer sur le plateau. Fait que c'est généralement ça qui déclenche la fin de la game dans pas mal toutes les games que j'ai jouées, je te dirais. OK, fait que c'est l'autre façon, c'est comme plus un timer si jamais le monde s'est passé. C'est ça, si la game s'éternise, si le monde va juste acheter des cartes puis pas s'attaquer, pas aller se taper sa gueule, ben c'est une sauvegarde. C'est un plan B, je pense, qu'ils ont mis plus qu'autre chose. Là. Pour des gens, dans le fond, qui voudraient pas faire de contrôle de territoire puis juste du deck building. Ouais, c'est ça, qui trippent trop à construire leur deck. Parce que, tu sais, il y a pas mal de cartes, là, épuiser le marché de cartes. Ta game va durer 3 heures, là, pour vrai. Sinon, si on regarde côté thématique, là, c'est sûr que je pense que c'est pas moi qui va faire des points là-dessus. Là, c'est excitant à construire une cathédrale au Moyen-Âge. Ben oui, il y a tellement de jeux là-dessus que ça doit être le fun. Je pense que là-dessus, moi, en fait, je donnerais le point à War of Whispers. Là. Comme on a dit tantôt, ça fait vraiment Game of Thrones sans vraiment être Game of Thrones, mais c'est quand même en tout cas, moi, c'est des livres que j'ai vraiment aimé beaucoup, puis c'est un thème que j'aime bien aussi. Pour les tyrans, j'ai trouvé que le thème il est là, mais il y a beaucoup de flavor text sur les cartes et tout ça, mais en tout cas moi, le Underdark, c'est pas un univers que j'ai connu beaucoup dans ma carrière de rôliste. Là. Je l'ai vu un peu je pense que c'est dans Baldur's Gate 2 un moment donné que tu te ramasses là. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu sais, oui, il y a du texte, là, mais au final, tu sais, c'est les bons vieux deck building, t'achètes des cartes, t'as une autre ressource qui est, dans ce cas-ci, l'attaque, là. Mais le thème, ça pourrait être un peu n'importe quoi, puis ça marcherait pareil. Je pense que le thème des elfes noirs versus un jeu qui est très take-that, tu sais, je pense que ça fit comme base, là, du jeu, là. Tu sais, ça pourrait pas être des magiciens qui font d'autres, tu sais. Je trouve qu'ils perdraient peut-être un peu de saveur si c'était n'importe quoi versus justement le fait d'avoir choisi les elfes noirs puis d'assumer que c'est un jeu justement qu'on se backstab beaucoup puis qu'on s'attaque. Je pense que ça fit. Pour le reste, comme tu dis, les Easter eggs de thématiques sur les cartes, les noms des cartes, les noms des créatures, les aberrations, des trucs comme ça. Tu sais, je pense qu'on est chercher les gros fans de D&D qui connaissent un peu cet univers-là plus que d'autres choses. Eux vont le remarquer, mais sinon,
quelqu'un qui connaît pas D&D, il remarquera pas ces choses-là. Fait que pour lui, ça va peut-être plus un deck building comme un autre à cause de ça. Ouais, c'est un peu ce que j'avais dit de Dune Imperium, là. Ouais, exact. Que c'est plus de l'habillage que, tu sais, vraiment qu'il y ait un lien mécanique à la thématique. Ben, il y en a un peu, mais c'est ça, tu sais, si tu le connais pas, tu le vois pas, puis le jeu fonctionne quand même, tu sais. Je suis quand même pas mal de votre avis, là. C'est sûr que moi, j'ai pas joué à Tyrant. Moi, j'ai regardé quelques images puis tout ça, puis c'est vrai que ça avait l'air d'un jeu qui avait une thématique, tu sais, c'était sombre, là. Tu sais, ça voulait peut-être être un peu trop fidèle à sa thématique Duro puis Underworld, puis que ça a peut-être un peu nuit dans le fond à l'apparence générale du jeu, puis que ça a peut-être fait qu'il était moins beau que ce qui aurait pu être s'il avait adopté une autre thématique. Ouais, c'est pas la partie des Forgotten Realms qui est la plus connue non plus, on s'entend. Hein. À part si t'as lu la trilogie F3 au secondaire, Ouais. tu connais pas tant que ça l'Underdark. Là. Moi, je lisais sur les Undead. Ça se rapproche un peu, là, mais bon. Ça va te prendre l'expansion. Ouais, dans la nouvelle boîte, dans la nouvelle édition, t'es correct. Ah. Ouais, s'il y a des liches dans ce paquet-là, Vincent va se garocher dessus. Ah ouais, je pense qu'il y en a une. Fait que oui, un autre truc que je trouve qui est quand même intéressant dans les jeux à 3 qu'on a présenté, c'est l'interaction entre les joueurs. Parce que surtout que là, on a choisi beaucoup on a eu 2 contrôles de territoire, on a un jeu aussi qui implique qu'on se tape un peu tout dessus en s'achetant des dés. Puis au niveau de l'interaction, j'ai envie de dire que 3, c'est peut-être celui qui va gagner le point, dans le sens où dans War of Whispers, vu qu'on agit sur les armées, je sais que là, je donne des points à Sam, là, c'est pas... j'aime pas ça faire ça, mais c'est vrai qu'au niveau... il y a beaucoup d'interactions dans 3. Mais c'est que dans War of Whispers, vu qu'on n'interagit pas directement les uns avec les autres, c'est vraiment avec les armées sur le terrain qu'on va interagir. Ça fait que c'est pas directement qu'on va s'influencer, mais indirectement. L'interaction est quasiment plus dans où tu places tes jetons d'action avec les autres joueurs. Hein. Qu'est-ce que tu fais sur le board? Mais je pense que l'extension va venir améliorer ça un peu parce que justement, on a des cartes d'alliance qu'on peut offrir à un autre joueur. Puis là, s'il l'accepte, les deux, on a un bonus jusqu'à temps que l'alliance soit brisée ou quelque chose comme ça. Là. J'avais lu les règles il y a quelques temps, là, mais il faudrait que je me remette dedans pour y jouer. Mais je pense que ça pourrait améliorer l'expérience à ce niveau-là. C'est ça. Puis dans 3, fait qu'on a beaucoup on a l'achat, la vente de dés qui va faire que les joueurs interagissent. Il y a aussi les meeples qu'on va placer pour aller prendre les dés qui vont faire qu'on va se bumper les uns les autres. Fait qu'il y a beaucoup tout ce qu'on fait va influencer beaucoup les autres. Même au début, quand on parle des invasions, tu sais, c'est dans l'ordre du tour, les joueurs vont décider s'ils vont décider d'attaquer X ou Y dés. Puis en fonction de ça, tu peux vraiment nuire à quelqu'un en lui laissant des dés que tu sais qu'il peut pas battre. Ou qu'il va prendre toutes ses dés pour les battre, puis là, il peut plus rien faire de son tour. C'est ça. J'ai pas joué à Tyrants of the Underdark, mais vu que c'est un deck builder, j'avais regardé un petit peu les mots-clés. Il y avait l'air d'avoir quand même pas mal d'interactions, mais surtout dans l'aspect voler, puis transformer les soldats sur le board pour prendre le contrôle des autres, prendre le contrôle des villes. Y a-t-il d'autres interactions un peu en plus de celles-là? Les interactions sont principalement sur le plateau, assassiner des troupes des autres ou remplacer les troupes des autres. C'est surtout d'enlever le contrôle d'une capitale ou d'enlever le contrôle total d'une capitale qui va être important dans le jeu. Puis c'est un jeu qu'à la fin de la partie, dans le fond, c'est un jeu à points. Ça n'a pas l'air de ça, mais c'est un jeu qu'on fait des points. Puis à la fin de la partie, chaque ville que tu contrôles donne des points, mais chaque ville que tu contrôles total te donne un bonus de points aussi. Fait que tu veux vraiment pas laisser le contrôle total. Tu sais, même une petite ville par rapport qui donne pas de pouvoir, qui est pas une capitale, faut pas que tu laisses un joueur en contrôle total parce qu'il va avoir ces bonus de points-là. Fait que tu es constamment en train de déployer des troupes, attaquer les autres, essayer d'y enlever un petit jeton là, essayer d'enlever le contrôle total à une autre place. Fait que c'est une interaction très directe. Là. C'est je t'enlève une unité, je mets la mienne, ou je t'enlève un contrôle, je t'enlève le contrôle total. Fait que c'est très take that, mais je pense que c'est quand même très interactif à ce niveau-là, mais c'est ça, c'est une attaque directe. Là. T'as aussi
sais, où est-ce que tu places tes espions. T'as des cartes qui permettent d'enlever les espions des autres aussi. Mais là, si tu le fais, souvent c'est des cartes qui ont plusieurs actions disponibles. Fait que là, laquelle que tu fais, tu vas-tu enlever l'espion de l'autre pour l'empêcher de mettre des troupes dans tes jambes, ce genre de trucs-là, tu sais, c'est... Fait que oui, il y a quand même plus d'interaction que dans un deck builder classique, si on veut. Fait que point tout le monde sauf Vincent. Ah. Sinon, j'ai regardé un peu, tu sais, côté qualité-prix, là, les 3 jeux qu'on a présentés. Tu sais, c'est des jeux qu'à la base, ils ont tous à peu près une soixantaine de dollars, là, les 3. Sauf que War of Whispers, ça, c'est pour la version anglaise seulement, par exemple. Fait que, tu sais, comme on a dit tantôt, la version française, ça va être hors de prix parce que c'est une importation d'Europe, là, malheureusement. Puis 3, ben là, je pense qu'il est back-order ou qu'il est hors d'impression pour l'instant, là. Fait que je pense qu'ils sortent une nouvelle édition pour le remettre dans les magasins parce que je pense qu'il est dur à trouver présentement, là. Ouais, ben il y a Black Angel qui est son espèce de successeur spirituel là, qui est sorti là 3 ans, je pense déjà. Ça fait quand même un petit bout, là, mais qui doit être encore disponible celui-là. Ouais. C'est un jeu quand même assez similaire, là, tu sais, la mécanique d'acheter les dés des autres est là aussi puis tout ça, mais autant le thème est vraiment plus cool. Là. C'est un thème science-fiction, c'est un genre de vaisseau qui cherche une planète pour rétablir l'humanité puis tout ça, mais je trouve qu'ils ont rajouté aussi un peu de gravy autour là, des mécaniques de plus là, du champ de le vaisseau qui se déplace dans l'espace, puis là, dépendamment de où est-ce qu'il est, tu peux toi prendre des mini vaisseaux pour sortir de là, mais là si t'es laissé dehors trop longtemps, le vaisseau il continue d'avancer puis il te laisse derrière, puis faut que tu te battes contre des aliens puis qui essaient d'envahir le vaisseau. Fait que je trouvais qu'il rajoutait trop de mécaniques plus complexes puis qu'il perdait un peu de son élégance de Troie, qui est difficile à prendre en main au début, mais un coup que t'as compris le principe, ça coule quand même bien. Ouais, 3 il est clairement plus épuré que Black Angel. Puis moi aussi, tu sais, Black Angel, j'ai pas tant trippé, du moins pas mal moins que 3, là. Mais le fait qu'il ait trop complexifié, puis dans Black Angel, ce que j'aime pas, c'est les dés. Tu sais, les dés, ils vont pas d'un à 6, ils vont de 0 à 3. Tu sais, je trouve ça, pour le côté combo, là, j'ai un dé à 0, c'est cool ensemble. Tu sais, je trouvais que c'était moins hot, c'était moins satisfaisant, là. Fait que j'avais moins aimé pour ces réseaux-là. Le matériel, par exemple, puis le visuel, était assez sharp sur Black Angel, là. War of Whispers, est-tu facile à trouver aussi? Parce que je sais qu'après leur première campagne de Kickstarter, il y avait eu la review de Shut Up and Sit Down, puis là, tout était backorder partout. Moi, j'avais backé la deuxième campagne. Je l'ai reçu, mais je sais pas si après... Je sais pas s'il y en a encore disponible en magasin. Il est peut-être trouvable dans quelques magasins. Puis là, bientôt, la version française va arriver, mais bon, faut que vous soyez quand même riche pour vous acheter ça. Puis tu sais, c'est pas non plus... c'est drôle parce que c'est pas un jeu qui a énormément de composantes. Fait que tu sais, c'est déjà à 60$, c'est beaucoup pour pas tant que ça, là. Ouais, c'est ça. À 100$, c'est un peu décevant, mettons. Ouais. À ce prix-là, ça vaut quasiment la peine d'apprendre l'anglais si tu le sais pas, là, si tu connais pas. Ouais. Ce qui est cool avec la nouvelle version de Tyrant, c'est qu'elle est 60 autant en anglais qu'en français, là. Fait que c'est cool de voir qu'elle a le même prix. Mais tu sais, encore là, c'est parce qu'elle vient des États-Unis versus un qui vient d'Europe. Tu sais, c'est ça l'avantage souvent. Ce qui vient des États, pour nous autres au Canada, c'est pas cher parce que les frais de shipping sont vraiment bas, mais ce qui vient d'Europe est vraiment cher parce que les frais de shipping en bateau sont immenses, là. Mais ce qui est encore moins cher, là, c'est d'aller sur Board Game Arena. Puis là-dessus, vous allez pouvoir jouer à 3. C'est vrai, c'est le seul qui est... Il y a même le Roll and Write qui est sur Board Game Arena. 3 dice. Oui, Ouais. c'est vrai, je l'ai pas essayé encore celui-là. Sympathique. Mais pour revenir au grand frère, là, 3 sur Board Game Arena, par contre, je conseillerais pas d'apprendre le jeu là-dessus, là, parce qu'il y a pas de undo, puis le jeu est vraiment punitif. Là. Si tu essaies de faire une action puis que t'as pas assez d'influence pour t'engager un nouveau meeple, ben là, il te force à en enlever un autre ailleurs, puis Il est vraiment mine. ouais. Mais si je me trompe pas, Pearl Game, c'est un des premiers éditeurs qui a mis ces jeux sur Board Game Arena parce que ça fait vraiment longtemps que 3 est dessus, là. Ouais, c'est ça. Puis ben ça paraît aussi. Là. Je pense que ça vaudrait la peine d'avoir des développeurs plus modernes qui repassent dessus. Là. Alright, je pense que on va arrêter là. Écrivez-nous boardgameduel@gmail.com.
allez voir notre page Facebook, allez voir notre page Instagram, allez sur notre Discord, puis ça va être à vous de voter pour êtes-vous hashtag Team Sam avec 3. Hashtag Team Vince avec War of Whispers. Ou hashtag Team Professeur Board Game avec Tyrant of the Underdark, ou les tyrans de l'ombre terre. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème, mais surtout un gros merci à David d'avoir été le premier invité de toute l'histoire de Board Game Duel. Yes! Tout un honneur. Merci les gars. Puis, je pense que t'as passé le test. Là. Tu vas pouvoir revenir si tu veux. Yeah! Alright, fait qu'on dit salut! À plus! Bye! Excusez, hein, je suis un peu nerveux, là. J'ai l'impression que je déparle un peu, là. Puis, c'est ça. Je savais plus trop quoi rajouter, là. J'ai un peu déparlé. Fait que oui, David, on a quand même un peu de montage à faire parce que des fois, je me mêle un peu. C'est correct. Ça va dans les bloopers à la fin.